Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc la première partie de ma présentation, dans cette première partie, j'essaierai de vous donner un aperçu du cadre légal concernant la personne de confiance et les directives anticipées. Tu peux avancer, Perrine. La personne de confiance, donc à la fois l'institution et le concept, a été intégré pour la première fois dans la loi de mars 2002 qui a introduit la personne de confiance comme la personne qui est nommée par toute personne majeure. À l'occasion, initialement, c'était prévu pour l'hospitalisation et qui avait un rôle de représentation de la volonté de la personne lorsque la personne même, le patient, n'était plus à mesure d'exprimer sa volonté. La nomination est révisable et révocable à tout moment. La personne de confiance qui est nommée peut être un parent, un proche ou même le médecin traitant. Et cette désignation est valide pour toute la durée de l'hospitalisation. Et le rôle de cette personne de confiance est celle d'accompagner le patient dans ses démarches. Il assiste le patient dans les entretiens médicaux et il peut aussi l'aider dans la prise de décision. Donc, c'est au médecin traitant de assurer, de fournir l'information au patient concernant la nécessité de nommer une personne de confiance. Prochaine. Tu peux avancer, Perrine? Voilà, oui, oui, ça y est. Oui. Lorsque la personne n'est pas une personne qui fait l'objet d'une mesure de tutelle, donc il peut tout à fait désigner une personne de confiance, mais avec l'autorisation du juge. Et dans l'hypothèse où cette personne de confiance a été nommée avant la mise en place de la tutelle, eh bien, le juge peut confirmer cette désignation prochaine ou bien la révoquer lorsqu'il considère que cette personne de confiance n'est pas en mesure de convenablement représenter la volonté de la personne concernée, donc du patient. Quel est le rôle donc de cette personne de confiance? Elle a un rôle de porte-parole de la volonté du patient et c'est important de souligner qu'avec la loi de 2016 concernant la prise en charge de la fin de vie, le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que on a quelque part augmenté l'autonomie de la personne, puisque c'est elle qui nomme la personne de confiance, et donc c'est la personne de confiance qui se fait porte-parole de la volonté du patient. Et lorsqu'il y a un conflit, par exemple, familial, eh bien, le témoignage de la personne de confiance est celui qui doit être pris en considération. Et puis, il a un rôle d'accompagnement, parce que si la personne le souhaite, la personne de confiance peut l'accompagner dans les entretiens médicaux et dans toute démarche nécessaire pour aider la personne, le patient, dans la prise de décision. Et il sera aussi associé à la procédure collégiale lorsqu'il s'agit de décider si les directives anticipées rédigées par le patient doivent ou pas être prises en compte. On le verra par la suite. La prochaine. Donc, il faut faire quand même attention parce que la personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir, que c'est la personne qui est alertée lorsqu'il y a un état d'aggravation dans l'état de santé du patient. En revanche, la personne de confiance peut être la même personne qui est la personne à prévenir, mais il faut faire vraiment attention au fait que la personne de confiance, quelque part, devienne un représentant légal, elle représente la volonté de la personne qui l'a nommée. Et donc, elle a une valeur juridique qui n'est pas la même de la voisine, de l'ami ou d'autres personnes peut être considérée comme une personne à prévenir, mais qui n'a pas été désignée comme la personne qui exprimera la volonté du patient lorsque lui ne sera plus à mesure de l'exprimer. Prochaine. Donc là, on voit, je vous indique qu'il y a des modèles pour la nomination de la personne de confiance qui sont disponibles, ont été définis par arrêté déjà depuis un certain nombre d'années. Prochaine.
Alors, la personne de confiance qui est initialement été prévue alors, pour toute hospitalisation et donc toutes les dispositions concernant la personne de confiance ont été intégrées dans le Code de la santé publique, ont été par la suite intégrées dans les codes de l'action sociale et des familles. Et en effet, donc on parle de personnes de confiance aussi pour les établissements médico-sociaux. Donc, lors d'une prise en charge d'un établissement médico-social, la personne majeure peut nommer une personne de confiance qui sera la seule personne qui pourra être présente lors de l'entretien préalable à la conclusion du contrat de séjour. C'est la seule qui peut assister aux entretiens médicaux et sera la personne qui sera consultée par l'établissement en cas de difficulté de la personne dans la connaissance et de la compréhension de ses droits. Prochaine. D'ailleurs, ont été indiquées toutes les conditions pour la nomination de la personne de confiance dans le cadre d'un séjour en établissement médico-social. Donc, c'est prévu une information qui est annexée une note d'information qui est annexée au livret d'accueil. Le fait de donner cette notice d'information doit être précédé par une explication orale adaptée au degré de compréhension de la personne concernée, donc du patient qui rentrera dans l'établissement médico-social. La délivrance de cette information sur la nécessité de nommer la personne de confiance est attestée par un document daté et signé par le directeur de l'établissement, qui doit être contresigné par la personne accueillie et par la personne de confiance qui doit exprimer sa volonté d'accepter ce rôle de personne de confiance. C'est qui est important aussi de souligner qu'il doit y avoir un délai minimal à respecter entre le moment où l'information est donnée et l'entretien préalable à la conclusion du contrat. Et ce délai ne doit pas être inférieur à 8 jours avant la conclusion du contrat de séjour. Donc, finalement, il faut vraiment retenir ce concept que la personne de confiance devienne un représentant de la volonté du patient et d'autant plus que dans l'évolution législative, au début, on parlait de personnes de confiance comme la personne qui exprimait les souhaits du patient et que maintenant, on parle vraiment de personnes de confiance comme la personne qui exprime la volonté du patient. Et puis aussi, le fait qu'au fil du temps, dans l'évolution législative, cette notion de personne de confiance concernant l'expression de la volonté sur toute décision médicale ne concerne plus seulement la prise en charge et les traitements, mais concerne tout acte médical confondu, c'est-à-dire aussi tout acte éventuellement diagnostique. Donc, c'est vraiment un élargissement du rôle et des pouvoirs de la personne de confiance pour représenter le patient lorsque le patient même n'est plus en état d'exprimer sa volonté. Avant la prochaine diapo. Donc, les directives anticipées. Les directives anticipées sont des documents écrits qui sont rédigés par la personne, par le patient, qui expriment la volonté de la personne en ce qui concerne sa fin de vie ou bien les conditions de poursuite, limitation et arrêt ou de refus de traitement ou d'actes médicaux. Tout majeur peut rédiger ces directives anticipées et là aussi, c'est très important de souligner que ce glissement de la référence à la volonté, c'est encore une fois un renforcement de l'autonomie, du principe d'autonomie de la personne. Et puis, on l'a vu, les élargissements du champ d'application relèvent aussi, enfin, est rattaché aussi au fait qu'on ne parle plus simplement de traitement, mais d'actes médicaux. Une personne qui fait l'objet d'une mesure de tutelle peut effectivement rédiger les directives anticipées avec l'autorisation du juge, mais le tuteur ne peut ni assister ni représenter la personne concernée lorsqu'il rédige ces directives anticipées. Prochaine. Donc, est-ce que le médecin doit respecter les directives anticipées? Oui, les directives anticipées s'imposent au médecin, sauf deux cas. Le premier, c'est celui de l'urgence vitale, et donc la durée de l'exonération est liée en effet à l'urgence, c'est-à-dire à toute la période qui est nécessaire pour pouvoir évaluer la situation et décider en conséquence. La deuxième exonération prochaine,
C'est le cas où les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées et, sont donc ne sont pas conformes à la situation médicale. L'effet de décider de ne pas appliquer les directives anticipées qui ont été rédigées par la personne concernée est jugé évidemment par le médecin qui peut décider que ces directives anticipées sont inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient. Et dans ces cas-là, une prise des décisions, enfin, la prise de décision de ne pas appliquer ces directives anticipées doit être faite à l'issue d'une procédure collégiale. Prochaine. La procédure collégiale, c'est une concertation qui est faite avec les membres de l'équipe de soins et avec l'avis d'un médecin qui est consulté en tant que consultant. L'avis d'un médecin, d'un deuxième consultant est aussi, peut être accueilli lorsque les médecins le jugent nécessaire. Évidemment, il ne doit pas y avoir de lien de nature hiérarchique entre le médecin consultant et les médecins qui sont en charge le patient. Dans les cas où on n'applique pas les directives anticipées, la décision de non-application doit être motivée et tout, y compris les avis qui ont été recueillis par les consultants, doit être intégré dans le dossier du patient. Prochaine. Alors, quelle est la validité des directives anticipées? Les directives anticipées sont valables tout le temps. Une fois qu'elles ont été établies, il n'existe plus la limite des 3 ans qui avait été initialement établie. Elles sont donc, mais elles sont en même temps révisables à tout moment. Et lorsqu'il y en a plusieurs, c'est évidemment la dernière établie qui sera la directive anticipée qui est valable. Et ils doivent être facilement accessibles et il faut informer la famille, la personne de confiance, le médecin traitant de son existence. Elle peut être enregistrée et conservée dans les dossiers médicaux partagés. Elles sont confiées à la personne de confiance ou à un membre de la famille ou un proche, ou ils peuvent être conservés par le patient qui doit lui indiquer le lieu de leur conservation. Et évidemment, c'est toujours le médecin traitant qui doit informer les patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. Prochaine. Là encore, un arrêté de 2016 a établi des modèles de directives anticipées et ils sont prévus notamment deux types de formulaires. Un, c'est pour les personnes ayant une maladie grave en fin de vie au moment de la rédaction des directives anticipées et l'autre qui est destiné aux personnes qui pensent être en bonne santé au moment où ils les rédigent. Donc, je vous remercie de l'attention et je laisse la parole au docteur Malzac pour une analyse de la même thématique, mais d'un point de vue plus éthique, et en analysant aussi un peu le terrain et les pratiques qui, au fil du temps, ont été remontées à l'espace éthique. Voilà, merci Anna Grazia. Donc, je vais effectivement enchaîner. Je vais arrêter le partage sur ton diaporama. Je vais le mettre sur le mien. Alors, un petit instant. Ça arrive normalement. Voilà. Est-ce que ça marche? Je pense que oui. Anna Grazia, est-ce que ça marche? Oui, Très bien. Voilà, donc effectivement, Anna Grazia vous a donné le cadre légal de ces deux concepts qui sont les directives anticipées et la personne de confiance. Là, je vais peut-être plus insister sur la question des directives anticipées. Euh, mais effectivement, la désignation de la personne de confiance peut poser aussi un certain nombre de difficultés. Mais d'après les remontées qu'on peut avoir du terrain, c'est vrai que déjà la rédaction, l'information, la rédaction, la prise en compte des directives anticipées en établissement médico-social semble créer un certain nombre de difficultés. Alors, déjà, dans les établissements médico-sociaux, c'est vrai que l'EHPAD, donc pour les personnes âgées dépendantes, c'est un lieu de vie, c'est un lieu pour la dernière étape d'une vie, bien souvent. Hein. Certes, c'est un lieu de vie, mais souvent, les personnes qui vont venir dans cette EHPAD vont être
y passer les dernières étapes de leur vie et donc leur fin de vie. Et ce d'autant plus que, bon, là je m'appuie sur des chiffres que vous devez connaître de l'adresse qui sont déjà assez anciens, mais qui pour autant n'ont pas encore, enfin la dernière enquête ne me semble pas être sortie, peut-être certains d'entre vous le savent. Elle a été faite en 2024, mais j'ai pas vu qu'elle était publiée, donc je m'appuie sur des chiffres de 2022. Je pense que la tendance est peut-être même encore plus aggravée, qui montrait que les résidents en EHPAD sont de plus en plus âgés, de plus en plus dépendants, avec plus de la moitié qui ont plus de 88 ans, 85% qui sont classés en GIR, en perte d'autonomie, GIR 1 à 4, 35% qui souffrent de maladies neurodégénératives, donc des personnes qui ont des troubles cognitifs, une grande dépendance, et souvent dès l'entrée en EHPAD. Et puis, en termes de fin de vie, en 2019, sur 730 000 personnes qui fréquentaient des EHPAD, plus de 80% d'entre eux enfin, qui fréquentaient des établissements d'hébergement pour personnes âgées, plus de 80% d'entre eux étaient en EHPAD, avec pour 2 tiers des sorties définitives de cet EHPAD, hein, c'est comme ça qu'ils disent, en fait, étaient liées au décès de la personne. Donc ça peut être des transferts vers un autre établissement en retour à domicile, rarement, mais, ou à l'hôpital, mais finalement 2 tiers étaient quand même liés à des décès. Et dans 75% des cas, le décès survient dans l'établissement, donc avec une moyenne d'âge de 89 ans et 1 mois au moment du décès. Donc ça, c'était une situation pré-Covid en 2019. En post-Covid, comme je vous disais, une dernière enquête a été faite en 2024. Je pense que les choses sont aussi vont aussi dans le même sens. Alors donc du coup, effectivement, en EHPAD, on se doit de connaître finalement, si elles existent, les directives anticipées de la personne, éventuellement de lui faire rédiger à son entrée en EHPAD, mais on voit avec toutes les difficultés que ça représente, étant donné que les personnes, souvent, ont des troubles cognitifs dès l'entrée. Alors pour les établissements, pour les personnes en situation de handicap, là aussi, sur une enquête de 2019 qui a été publiée, celle-ci en novembre 2020, on voit aussi des éléments de difficulté, puisque dans cette enquête, il montre que les adultes handicapés accompagnés en établissement, pour personnes en situation de handicap, qui les accueillent en foyer, voilà, ont majoritairement des déficiences intellectuelles, puisque au final, nous dit ce texte, ce sont près de 70% des personnes accompagnées par les structures qui ont une déficience intellectuelle principale ou secondaire, donc qui n'est pas, voilà, qui est pas le premier symptôme, mais qui s'associe à d'autres. Et d'autre part, il y a de plus en plus de personnes handicapées vieillissantes ou qui peuvent décéder ou qui décèdent dans l'établissement où elles sont hébergées. Dans ce rapport, l'adresse dit qu'en 2006, les adultes de 60 ans ou plus représentaient 7% des effectifs des femmes donc foyers d'accueil médicalisé ou établissements d'accueil médicalisé, et qui sont 21%, donc plus nombreux, 3 fois plus nombreux en 2018. En 2018, un usager de femmes sur 10 avait 65 ans ou plus. Et aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a toute une tendance à faire qu'au-delà de 65 ans, les personnes en situation de handicap vont passer vont être, on va leur proposer éventuellement, ou je ne sais même pas si c'est d'ailleurs une tendance à le faire systématiquement, de passer dans des EHPAD, et avec cette question du vieillissement des personnes en situation de handicap, dans quel lieu de vie, comment. Et là encore, les sorties des structures peuvent avoir de multiples causes, de ces structures pour personnes en situation de handicap, l'une étant le décès, qui représente 7% des 40 000 sorties, avec un gradient marqué évidemment en fonction de l'âge. Donc, même dans les établissements pour personnes en situation de handicap, les personnes sont plus jeunes qu'en EHPAD, évidemment, mais pour autant, la question de la fin de vie se pose aussi pour eux, et avec de la même manière, pour le recueil des directives anticipées, des difficultés en raison de handicap, de déficience intellectuelle, de troubles cognitifs. Alors, pourtant, le référentiel HAS qui encadre donc l'évaluation des établissements
médico-sociaux, à des exigences de qualité, au niveau des directives anticipées, à des attendus très précis, puisque dans le chapitre 2, il est précisé donc de ce référentiel. Les professionnels adaptent le projet d'accompagnement de fin de vie et du deuil de la personne. Et dans le critère, et il y a un critère, donc les professionnels recueillent et tracent les volontés de la personne sur son accompagnement de fin de vie et ses directives anticipées selon des modalités adaptées. Donc, dans les exigences qualité, on va venir voir au niveau des établissements comment les personnes ont pu exprimer leur volonté en termes d'accompagnement et en termes de directives anticipées pour leur fin de vie. Et du coup, ce qui est demandé aux établissements, dans le cadre des directives anticipées, c'est que toutes les personnes accompagnées puissent être informées de l'existence et de la possibilité pour elles de rédiger des directives anticipées. L'établissement doit faciliter au maximum cette rédaction de ces directives sans orienter les décisions. Donc évidemment, c'est tout un travail d'accompagnement, d'information, de sensibilisation, d'accompagnement sur un sujet qui est extrêmement délicat, hein, évidemment. Et puis d'assurer l'accessibilité, quand elles existent, des directives anticipées pour le moment où on en aurait besoin, à travers un dossier usager ou mon espace santé ou tout autre moyen, mais en cas de besoin, d'hospitalisation ou voilà, de difficultés de santé, que ces directives, que la personne n'est plus en capacité de s'exprimer, que ces directives soient accessibles. Et enfin, l'établissement se doit de former les professionnels de son établissement pour justement que chacun soit conscient de l'existence de ce droit et de la nécessité de l'intégrer dans le parcours d'accompagnement des personnes accompagnées. Donc il y a un travail à faire autour des directives anticipées. Il ne s'agit pas juste de les recueillir à l'entrée et voilà, mais vraiment d'en accompagner l'expression, voire la rédaction. Alors effectivement, de façon générale, hein, la question des directives anticipées, il y a l'aspect légal, et Anna Grazia vous a décrit les éléments légaux, hein, on appelle légalement des directives anticipées, celles qui s'imposent à tous, c'est celles qui sont rédigées selon la forme qu'elle a indiquée. Donc, au sens légal, ce sont des instructions écrites, clairement formulées par le résident, concernant prioritairement des aspects médicaux, et plutôt d'ailleurs en termes de refus de certains soins qui pourraient paraître excessifs, comme de la réanimation, la dialyse, des interventions chirurgicales, l'alimentation, etc., pour ce qui concerne la fin de vie. Mais qui vient rencontrer évidemment des difficultés pour les rédiger par des résidents qui peuvent avoir des troubles cognitifs, pour qui la question de la temporalité se pose, à quel moment on va les accompagner dans la rédaction, dans l'information, dans la rédaction de ce type de document, quel type, voilà, il y a vraiment, c'est pas si simple que ça pour tout un chacun et encore plus pour des personnes vulnérables. Et, en tout cas, sinon, hein, si c'est fait de façon, disons, automatisée dès l'entrée, recueil de directives anticipées, même dans des conditions où ce n'est pas possible ou même dans des conditions où la personne n'est pas prête pour le faire et finalement en recueillant les directives de la famille, c'est une démarche qui est purement administrative et qui n'a pas de sens et d'ailleurs qui n'aura pas d'utilité. Donc ça, c'est effectivement, dans les établissements médico-sociaux, il est demandé de tout faire pour que les personnes en capacité de le faire puissent être informées de leur droit à rédiger des directives anticipées et qu'elles puissent être aidées à le faire. Mais pour autant, il ne faut pas transformer ça en une obligation, et surtout quand les conditions ne s'y prêtent pas. Par contre, je pense qu'il faut être attentif, et d'ailleurs, finalement, dans le référentiel de l'HAS, c'est aussi ça qui est dit, attentif au fait que en établissements médico-sociaux et pour les raisons que je vous ai dit, la question de la fin de vie se pose, la question de la façon aussi dont les personnes peuvent s'exprimer sur leur prise en charge médicale se pose. Et donc, il est important de penser que la question des directives anticipées peut se poser en dehors du cadre légal comme une occasion de discussion et de réflexion partagée entre le résident, ses proches et le personnel de l'établissement. Et du coup, l'HAS a fait un guide de rédaction des directives anticipées
avec plusieurs éléments, hein, en précisant à la personne qu'elle peut les rédiger, qu'elle peut en parler avec les professionnels de santé, qu'elle va les adapter de façon plus précise, voilà, qu'elle peut les donner aussi, qu'elle peut aussi informer autour d'elle. Euh, voilà, qu'il y a aussi la possibilité d'établir à l'occasion de ces discussions un projet de soins et d'accompagnement adapté euh, pour le moment où la personne sera incapable de s'exprimer, qu'elle peut exprimer sa vision personnelle de la vie, ses croyances, ses préférences, ce qui concerne sa qualité de vie. Une occasion de dialogue, une occasion d'échange qui peut aboutir à un document écrit ou pas, mais en tout cas qu'il faut tracer parce que ça peut être utile au moment où on aura besoin finalement poser des actes et que la personne ne sera plus en capacité de dire ce qu'elle souhaite. Cependant, pour vous, évidemment, ça nécessite des ressources humaines qui ne sont pas toujours là. Ça nécessite d'aider à formuler et de décider sous quelle forme, sous quelle trace écrite on garde le contenu de ces échanges. Et ça nécessite aussi, bien sûr, pour aborder ces questions-là, d'utiliser un langage adapté et, d'arriver à le traduire de façon précise pour des personnes voilà, qui n'ont pas forcément tout le vocabulaire ou toute la capacité à s'exprimer euh, euh, dans vos établissements. Alors, quand est-ce qu'il faut les recueillir, ces directives? Lors de l'admission, il est convenu de rechercher auprès du résident ou de ses proches, le cas échéant, des informations pour savoir si s'il existe déjà des directives anticipées, si elles ont été rédigées par la personne des années auparavant. Et donc, il faut aller effectivement les rechercher, surtout si la personne n'est plus à ce moment-là capable de les rédiger. C'est celles qu'elle aura précédemment rédigées qui vont faire foi. Et s'il n'y en a pas, ce qui est très souvent le cas, elles peuvent être rédigées lors de l'admission du résident et directement incluses dans le dossier médical si le résident est en capacité de le faire, de vous donner ces directives anticipées rédigées. Et s'il ne souhaite pas le faire à ce moment-là, il peut aussi le faire plus tard, au début du séjour, en le différant à un moment qui soit plus opportun. Mais là, on parle de résidents, évidemment, qui ont suffisamment de capacité pour participer à faire cette rédaction de directives anticipées en étant éventuellement accompagnés par vous. Parfois, les directives anticipées au sens euh, légal du terme ne seront pas possibles à rédiger puisque la personne n'a plus les capacités. Alors, on l'a vu, des personnes sous tutelle, sous curatelle peuvent les rédiger si elles sont accompagnées, mais ça demande évidemment beaucoup de précautions et d'accompagnement. Donc, malgré tout, il est important quand même de savoir repérer des situations à risque de personnes donc, qui ont un état instable, à risque de précipitation de fin de vie, de fin de vie proche, pour engager le résident ou sa famille à une réflexion préventive sur les décisions relatives à la fin de vie, même si on n'a pas obtenu des directives anticipées au sens strict du terme. Et aussi, il est prévu il est proposé d'organiser quelques semaines après l'arrivée du résident une information orale et pédagogique sur l'ensemble des mesures de droit relatives à la fin de vie. Donc peut-être pas tout de suite, c'est pas le moment opportun, mais de le prévoir quand même dans les premiers mois ou semaines après l'arrivée du résident. Et il est demandé aussi de réinterroger annuellement, au moment de la réévaluation du projet personnalisé, cette question-là, si cette question n'a pas été abordée auparavant, et de conserver dans le dossier du patient et ou dans le dossier de liaison d'urgence toute information, directive anticipée officielle ou information concernant la fin de vie. Alors, qui les recueille? Ça doit être recueilli par un professionnel sensibilisé et disponible dans les établissements médico-sociaux, hein, à cause de tout ce que je vous ai dit précédemment. Ça peut être la psychologue, un IDEC, un médecin coordonnateur, etc. Ça, c'est ce que nous dit l'ADESM.
Mais on peut aussi se dire qu'il y a une utilité à recueillir le témoignage de professionnels de proximité qui ne vont pas être en première ligne pour recueillir ces directives, mais qui peuvent éclairer, comme les infirmiers, les aides-soignants, l'agent hôtelier, parce que le résident a pu formuler spontanément avec eux des éléments sur sa prise en charge lors des soins quotidiens. Les associations, les bénévoles, les aumôniers peuvent aussi être des témoins. La personne de confiance, évidemment, quand elle a été désignée, elle va être quelqu'un vers qui on va se tourner préférentiellement, mais la famille, les aidants. Et donc, on a vu pour la protection, les personnes sous protection juridique pourront rédiger aussi leur directive anticipée avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Et comment, évidemment, comment les recueillir? On va distinguer les directives anticipées au sens légal du terme et un recueil informel de souhaits du résident ou de sa famille. Les deux sont importants, évidemment. Si on a des directives anticipées, ça fera foi. Mais si on n'en a pas, ce recueil informel des souhaits du résident et de sa famille et ou de sa famille peut être très utile quand même pour son accompagnement lors d'un entretien individuel dédié, lors de l'élaboration du projet personnel, à chaque fois que la personne souhaite aborder le sujet, quand on fait le dossier de liaison d'urgence. Donc il y a plein d'occasions pour ce recueil formel ou informel. Seul, avec la personne, en présence de la famille, avec la famille seule. Voilà, il faut juste être clair sur la valeur légale des documents dont on dispose. Ça nécessite du temps, mais effectivement, ça peut s'intégrer quand même dans le séjour. Alors, bien sûr, ça nécessite, je le répète, de prioriser dans certaines situations en repérant des situations à risque pour ne pas agir dans la précipitation, peut-être, oui, quand on voit que la fin approche, c'est bien d'en parler, de trouver les personnes qui sont prêtes à en parler. Et puis, avec une attention particulière en cas de difficulté de la compréhension, de troubles de la cognition. Les difficultés pour les directives anticipées, ben, vous les connaissez, hein, c'est des difficultés qui traversent toute notre société, qui ne sont pas spécifiques aux résidents des établissements médico-sociaux ou aux personnes malades. C'est qu'il y a un déni de la mort dans notre société, que les proches peuvent se sentir coupables, que l'image de l'EHPAD comme mouroir peut jouer contre aussi l'idée d'évoquer cette question-là. Hein. Il y a toute cette culpabilité, mais aussi dans le monde du handicap. On manque de ressources humaines, je l'ai déjà dit, pour pouvoir prendre le temps nécessaire à tout ce travail-là, un travail de fourmi, que bah, ça interroge la place respective pour ces décisions-là du résident, des membres de sa famille, des professionnels de l'établissement et, et que la faisabilité de certaines directives anticipées peut aller à l'encontre de contraintes institutionnelles ou familiales. Par exemple, quelqu'un qui dirait qu'elle souhaite rentrer mourir chez elle. Si la famille, s'il n'y a personne voilà, pour être là, pour l'accueillir, ça ne sera pas forcément faisable, comme aussi le souhait de ne pas être hospitalisé en cas de situation critique. À domicile, parfois, à domicile, les familles n'arrivent pas à suivre. Mais évidemment, euh, là, voilà, ça interroge vraiment cette question de les directives existent, mais finalement, parfois, on va être en difficulté pour les appliquer à la lettre, alors qu'il faudrait. Donc, pour conclure, hein, cette question des directives anticipées en établissement, ça nécessite une action volontariste au sein de l'établissement, vraiment dans l'optique d'anticiper au mieux les fins de vie des résidents, au plus près de leurs souhaits et au plus près de ce qu'elles estiment être leur dignité en fin de vie. Euh, et c'est une question, je pense, voilà, qui peut-être vous interroge. En tout cas, c'est ce qui nous était remonté. Alors, juste avant de prendre vos questions et d'échanger avec vous, je voudrais vous informer de deux événements à venir qui pourraient vous intéresser, qui n'ont pas à voir avec ces questions-là, mais